19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 11 septembre 2023. Et toutes nos excuses encore une fois de plus pour ces retards. Un seul mot revient lors des différentes manifestations organisées à Niamey et dans les autres régions du pays. Le départ sans condition des militaires français qui sont au Niger. Même les Nigériens de la diaspora expriment cette demande. C'est l'exemple des Nigériens vivant au Canada qui se sont retrouvés devant l'ambassade de France au Canada pour dire non aux militaires français. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. L'intérêt de la France en Afrique, le pillage de nos ressources. Ils sont à des milliers de kilomètres du Niger, mais ils ont leur cœur au Niger. Ce sont les Nigériens qui résident au Canada qui suivent de près l'évolution de la situation au Niger depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le 26 juillet 2023. Ces compatriotes se sont mobilisés le 8 septembre passé à la devanture de l'ambassade de France au Canada qui se situe à Ottawa pour demander une fois de plus le départ des militaires français du Niger, mais aussi pour dénoncer la politique de la France en Afrique et au Niger particulièrement. Toute chose a une fin. L'hégémonie française se caractérise par la violence, la corruption, le mépris, l'arrogance, la manipulation, l'instrumentalisation des dirigeants africains contre les peuples, à l'instar des forces vives du Niger, soutien Niger. S'oppose à toute agression du Niger par la CEDEAO et les puissances occidentales, en l'occurrence la France. Demande le départ immédiat et sans condition de l'armée française du Niger. Et pour le condition l'armée française. Abat l'armée française. Abat l'armée française. L'armée française. Soutien Niger demande, je répète, le départ immédiat de l'armée française du Niger et de tout le continent africain. Non au retour du pouvoir déchu. Ces Nigériens vivant au Canada condamnent énergiquement les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA contre le Niger. On a fait face à des velléités d'agression contre le Niger et à des sanctions inhumaines, illégales de la CEDEAO, de la BCEAO et d'une certaine communauté internationale, l'UMOA et aussi de la France et de l'Union européenne. Et des sanctions contre le peuple innocent et pour lesquels nous dénonçons donc ces agissements contraires au droit international, puisque par exemple le Niger en tant que pays enclavé ne devrait pas subir des sanctions aussi inhumaines. Depuis le Canada, ces fils et filles du Niger se disent prêts et très déterminés à poursuivre le combat aux côtés des millions de Nigériens pour défendre la patrie. À l'intervalle d'un mois, c'est la deuxième manifestation pacifique organisée par les Nigériens au Canada. En août dernier, ils étaient sortis à l'appel du comité de soutien Niger pour rejeter en bloc les sanctions contre la CEDEAO et pour dire non à l'immixtion de la communauté internationale, particulièrement de la France, dans la gestion de cette affaire des Nigériens. Et justement, le président français Emmanuel Macron réaffirme l'engagement de la France d'agresser le Niger pour réhabiliter le président déchu. Ainsi, lors de ses différentes interventions sur la présence des militaires au Sahel, le président français s'est contredit à plusieurs reprises. Ibrahim Yoro s'est intéressé sur le sujet. Ce week-end, comme tous les jours depuis le 26 juillet 2023, n'a pas été de tout repos pour le CNSP. Tard dans la nuit de ce samedi 9 septembre 2023, un autre communiqué du pouvoir de Niamey a donné de graves informations au public. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transport militaire type A400M
et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. 2 hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Interrogé dès le lendemain par des journalistes sur ces graves accusations, le président français Emmanuel Macron n'a pas nié les faits. Il s'est tout juste contenté de justifier une éventuelle agression militaire du Niger par sa France. Pourtant, la journaliste de France 24, comme pour rectifier la communication de l'Élysée, a parlé, je cite, de démenti très ferme du côté de la France. Écoutez plutôt. Et démenti très ferme du côté de la France qui rappelle qu'elle ne reconnaît aucune légitimité aux déclarations des putschistes. On va écouter à présent le président de la République. Il s'exprimait donc depuis le sommet du G20 de New Delhi. Les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum. Et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UEMOA. Et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Où est le démenti ici? Il n'y en a aucun. Pour s'en convaincre, voici la question qui a été posée à Emmanuel Macron. Elle est limpide. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un redéploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions, merci. Le déphasage entre la question et la réponse qui lui est réservée est sans appel. En outre, le patron de l'Élysée s'est même permis une contre-vérité on ne peut plus claire en parlant de plusieurs soldats français morts au Niger. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Contacté par nos soins, l'ambassade de France à Niamey n'a pas été en mesure de nous fournir le nom d'un seul militaire français tombé au Niger dans la lutte contre le terrorisme. Elle nous a plutôt renvoyés aux 58 soldats morts au Mali et ailleurs, mais pas au Niger. L'autre aspect important de cette malheureuse communication d'Emmanuel Macron est qu'il tente maladroitement de faire porter à Mohamed Bazoum le chapeau d'une éventuelle attaque militaire contre le Niger. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Le président français laisse ainsi entendre qu'il ne renonce pas à l'agression armée contre notre pays parce que simplement Mohamed Bazoum n'a pas démissionné. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il défend cette ligne. C'était pareil devant ses ambassadeurs le 28 août dernier où le président Macron a qualifié de courageux l'ancien président Mohamed Bazoum qui met en danger son peuple à cause de son ego personnel. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. C'est donc pour ça que la France voudrait attaquer le Niger et son peuple, du moins officiellement.
Mais voyons maintenant ce que disait le même Emmanuel Macron en 2019 sur la présence militaire française au Sahel. Là où la présence française et internationale n'est pas assumée, je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Si un État souverain de la région dit « moi je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas », nous n'avons pas à y être. Il y a la guerre parce qu'il y a le terrorisme, mais ce sont des États souverains. On se doit de respecter la souveraineté des États du Sahel. C'est donc désormais clair, si l'ancien régime n'a pas vendu le Niger à la France, cette dernière ne considère plus le pays comme un État souverain. Dès lors, l'Organisation des Nations Unies est interpellée. Soit elle rappelle la France à l'ordre ou elle supprime le Niger des pays membres qui la composent, car seul un État souverain peut siéger au sein de l'ONU. Quant à Mohamed Bazoum, il peut être fier de la France qui fait de lui le seul prétexte pour détruire le Niger qui lui a pourtant tout donné. Il n'y a pas de doute, l'histoire racontera cette histoire aux descendants de Mohamed Bazoum. La situation socio-économique du pays au centre d'une interview que nous a accordé l'analyste Issoufou Kado, que je vous invite d'ailleurs à suivre en extrait avant de retrouver l'intégralité dans nos prochaines éditions. Issoufou Kado. Compte tenu de la fermeture des frontières, la majorité de nos exportations, à 41,6%, on les fait avec les États membres de la CEDEAO. Et à près de 50 à 60% avec les États de l'Union européenne. C'est pourquoi, dans un de mes postes, j'ai proposé aux autorités légitimes actuelles de diversifier les relations économiques et même la coopération militaire. Pour sécuriser le pays, on peut diversifier avec les pays de BRICS, avec les pays voisins tels que l'Algérie, la Mauritanie, l'Afrique du Sud. C'est des pays émergents qui peuvent nous aider à nous en sortir. Puisque déjà, on a accès à la mer par 3 ports. Le port d'Algérie, le port de Mauritanie et le port de la Guinée. Donc, on n'est pas aussi désenclavé que certains l'armée de la CEDEAO pense. On a la possibilité de nous en sortir. Maintenant, par rapport aux recettes, l'embargo que l'UEMOA a décrété pour geler les avoirs du Niger au Trésor français et dans certaines banques, c'est illégal. Je crois que le Niger a déjà déposé la plainte. Maintenant qu'ils ont fermé ça, nous avons notre Trésor national qui est une banque. De par les textes, le Trésor, c'est le banquier et le caissier de l'État. Donc on peut prendre des mesures conservatoires. Dans l'immédiat, toutes les recettes là, provenant de la vente de l'uranium, toutes les recettes provenant de la vente de l'or, du pétrole, doivent être versées au compte du Trésor national. Maintenant, lui, le Trésor, il peut choisir une banque écran qui va remplacer la BCAO, puisque quand le Trésor fait ses paiements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand c'est de gros paiements, il passe par son compte qui est son compte centralisateur de liaison là à la BCAO. Maintenant, il n'y a plus cette possibilité. Et je crois qu'ils ont déjà fait, c'est avec ça qu'ils ont payé les salaires. Ils ont pris la Sonibank, qui est une banque nationale où l'État du Niger est actionnaire. Cette banque, maintenant, elle nous sert d'écran. C'est-à-dire, chaque fois le Niger veut faire des paiements avec l'extérieur, on passe par la banque Sonibank. Elle a les réseaux banquiers, elle s'occupe de ça. Maintenant, à l'intérieur du pays, moi j'ai préconisé, le Trésor c'est une banque, on peut permettre aux particuliers d'ouvrir des comptes courants. Puisque les réseaux comptables du Trésor et le réseau banquier est plus important que le réseau des banques. Puisque dans toutes les régions, vous avez les trésors. Dans tous les départements, vous avez les trésors. Le Trésor peut commencer à émettre des chéquiers, émettre des cartes de crédit aux fonctionnaires ou aux clients qui sont intéressés. Ce serait plus facile, ils seront plus proches du paiement et on procède à nos paiements. Ça aménage l'espace du Trésor, ça aménage la trésorerie de l'État. Le système de ramener tous les paiements au niveau du Trésor avec des chéquiers, des cartes. Donc on centralise tout et on procède à des paiements. Ça, on ne peut pas nous empêcher ça.
Depuis que l'accès à la mer a été coupé à la République du Niger, les Nigériens assistent au rehaussement des prix de certains produits de première nécessité, dont le riz. C'est à cela que la rédaction s'est intéressée à travers ses reportages sur la disponibilité du riz au niveau de la Société de production nationale riz du Niger. Constat Boubacar Ibrahim Chebouissou. En provenance essentiellement de l'extérieur, le riz fait partie intégrante des habitudes alimentaires des Nigériens. Cependant, depuis que le Niger a été placé sous embargo, les consommateurs assistent à une montée en flèche du prix du produit. Une situation qui joue très en faveur de la production locale où le prix des sacs est resté intact. Quelle est la disponibilité de ces produits au niveau de la Société riz du Niger? Le directeur général par intérim témoigne. À l'heure actuelle, vous savez, avec le problème du riz importé, qui a augmenté le prix, parce que nous, au riz du Niger, comme c'est une société étatique, ça fait plus de 20 ans, on n'a augmenté aucun franc sur le riz. Malgré que le paddy aujourd'hui, le paddy qu'on payait dans le temps à 13 500, le paddy est parti jusqu'à 18 000. Et aujourd'hui, le paddy est allé jusqu'à 20 000. Donc vous voyez, malgré tout ça, nous, on a maintenu le prix vraiment pour que le consommateur qui n'a pas le moyen, parce que nous, on a plusieurs variétés de riz pour faciliter l'accessibilité à tous les consommateurs nigériens. Donc, quand vous prenez par exemple notre riz, le plus bas prix, c'est jusqu'à 8 500, c'est ça la mesure, donc de 25 kilos. Et les 50, ça va dans les 16 500. Notre riz phare qu'on appelle le riz 33, long grain, avec un taux de brisure de 5%, on le vend à 22 500 le sac de 50 kg. Et les sacs de 25 kg, on les vend à 11 500. Et ça, c'est un peu partout dans nos points de vente. La production nationale actuelle couvre à peine 6% de la consommation nationale. Par rapport toujours à cette disponibilité, les consommateurs témoignent tout en déplorant une certaine pratique. Le riz est disponible, mais il faut faire la queue. Il y a des gens qui sont là depuis 6 heures. Moi, je n'ai pas eu la quantité que je veux. Nous sommes venus nous approvisionner, mais nous ne sommes pas satisfaits. Je suis là depuis 6h30. J'ai eu 50 kilos au lieu de 100. Pourtant, devant nous, des gens sortent avec des quantités importantes. Interpellé sur les pratiques, l'intérimaire du directeur général justifie cela à plusieurs aspects. C'est quoi le problème en réalité? Vous connaissez, un client ne peut pas venir demander 2 sacs. Parce que le peu de stock qu'il y a, parce qu'il y a aussi le problème de coupure d'électricité qui est en train de jouer, d'impacter notre système de transformation. Donc le peu que les usines arrivent à avoir par jour, il faut qu'on fasse un programme de vente. Donc on a dit, même dans nos points de vente, on a dit le maximum c'est 1 sac par client. Parce que souvent les gens ils sont tentés par des commerçants qui donnent de l'argent à des gens pour venir payer et maintenant il va les regrouper pour faire les spéculations. Maintenant pour éviter ça, c'est pour cela qu'on a dit chaque client qui vient, s'il y a le riz, maximum c'est 1 sac. Les clients qui disent qu'ils ont vu avec des gens qui ont sorti avec des tonnes de riz, vous savez, avant la situation de cette pénurie de riz importé, quand vous voyez quelqu'un il sort avec une tonne de riz, nous on a des clients avec qui on travaille depuis des années. Depuis des années. Maintenant, ce client, c'est des clients qui font des versements par anticipation avant même cette situation. Mais compte tenu de la situation, on ne peut pas servir ce client-là le tonnage qu'il a demandé. Et on essaie de voir s'il peut avoir 1 tonne. Maintenant, le reste,
on les vend à des clients qui sont là pour que chacun ait son sac pour pouvoir rentrer à la maison. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que non, il faut satisfaire les anciens, les clients avec qui on travaillait, qui faisaient des versements de centaines de millions. Hein. Mais c'est en fonction de la disponibilité et en fonction aussi de la consommation des gens qui sont là. Poursuivant des objectifs tels celui de parvenir à satisfaire le besoin national à hauteur de 50%, le directeur général invite les nouvelles autorités à aider à rendre effective une politique entreprise par la direction générale. Il appelle aussi les consommateurs à faire preuve de compréhension afin de les aider à mieux les servir. Dans sa sortie médiatique la semaine dernière, le Premier ministre Mahaman Lamine Zen a évoqué la vente à prix modéré, la distribution gratuite des vivres dans les prochains jours. Pour le président de l'association de défense des droits de consommateurs ADDC Wadata, cette décision des autorités de la transition est salutaire. Il propose aussi un mécanisme de veille et de contrôle citoyen soit mis en place pour la bonne marche de cette opération. On écoute Maman Nouri, président ADDC Wadata. Si le gouvernement décide ainsi de faire la distribution gratuite à des groupes cibles bien déterminés et la vente à prix modéré, je crois que ça vient à point nommé. Et quand vous constatez sur le marché, les prix des produits de première nécessité sont en train d'augmenter. Même si par ailleurs on constate une certaine stabilité pour certaines catégories de céréales, en particulier le riz. Faire de la vente à prix modéré, ça permet non seulement de stabiliser davantage les prix de ces produits sur le marché, mais aussi de créer les conditions d'un approvisionnement régulier de la population. Parce que certaines catégories de riz, par exemple le riz du Niger, dont en tout cas la production est liée à la question énergétique, et on sait aussi la question énergétique fait partie des sanctions, malheureusement. Nous pensons que ça permet quand même aux consommateurs d'avoir une disponibilité en faisant la vente à prix modéré, parce que l'OPVN dispose aussi d'un stock de riz du Niger. Maintenant, en ce qui concerne la distribution gratuite, nous pensons qu'avec le lot des personnes déplacées, le lot des personnes qui malheureusement ont été chassées de leur champ, donc la distribution gratuite devient un devoir pour le gouvernement afin d'apaiser la souffrance de ce groupe cible-là qui ont tant besoin. Il y a certaines localités dont l'hivernage n'a pas été bon et on présage apparemment en tout cas un déficit avec la tendance en tout cas de l'hivernage avec la tendance de la production agricole. Aider ces populations à avoir des produits alimentaires gratuitement, ça va leur permettre d'être beaucoup plus résilients et surtout de préparer la question de la campagne de contre-saison. La décision du gouvernement à travers le message du Premier ministre, nous pensons que vient à point nommé parce que c'est arrivé presque à la fin de la période de soudure, mais aussi c'est arrivé au moment où la population a tant besoin. Alors la proposition que nous avons, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Il y a malheureusement de la fraude, une bonne quantité par chez les commerçants et se retrouve sur le marché à des prix très onéreux, très chers. Et à ce niveau aussi, il faut mettre en place un mécanisme de veille qui va constater la régularité de la vente, la légalité et l'équité de la vente, même si c'est la vente à prix modéré et même la distribution. Voilà, monsieur Dama, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Bien avant l'avènement du coup d'État, la situation socio-économique du Niger elle est très critique. Elle n'était pas réluisante. Nous avons eu à alerter à plusieurs reprises, surtout par rapport à l'endettement.
on a dit de faire attention, on s'approche du seuil statutairement autorisé. Les gens ne nous ont pas écoutés, ils ont vu à travers nos critiques objectives comme une sorte de défi qu'on les lance. Alors ce n'était pas ça. Nous, l'autre objectif, c'était de les amener à corriger la situation. Malheureusement, le coup d'État qui est intervenu, c'est entre autres, la situation socio-économique a permis aux militaires de venir. Il y a la situation sécuritaire. Certes, avec l'embargo qui a été décrété par la CEDEAO et l'UEMOA, il faut dire aussi que ces sanctions sont illégales. Aucun texte de l'UEMOA ni de la CEDEAO ne le permet. Sur le plan international, vous n'avez pas le droit de sanctionner un pays qui n'a pas le littoral. Ça, c'est la réglementation internationale qui le dit. Vous voyez comment la France joue au banditisme d'État. Il joue à un pays hors la loi. Et c'est la France qui nous a sanctionnés. Moi, je ne provoque pas la CEDEAO. La preuve, vous avez vu, tous les autres se sont détachés. Il ne reste que 3 trios là. Monsieur Talon, il y a M. Ouattara et puis Macky Sall. C'est les 3 là qui sont en train de s'agiter parce qu'eux-mêmes, il n'y a pas de démocratie chez eux. Ils n'ont pas été élus par un système démocratique. C'est la France qui les a imposés dans leur pays. Compte tenu de la fermeture des frontières, la majorité de nos exportations, à 41,6%, on les fait avec les États membres de la CEDEAO. Et à près de 50 à 60% avec les États de l'Union européenne. C'est pourquoi, dans un de mes postes, j'ai proposé aux autorités légitimes actuelles de diversifier les relations économiques et même la coopération militaire. Pour sécuriser le pays, on peut diversifier avec les pays de BRICS, avec les pays voisins tels que l'Algérie, la Mauritanie, l'Afrique du Sud. C'est des pays émergents qui peuvent nous aider à nous en sortir. Parce que déjà, on a accès à la mer par 3 ports. Le port d'Algérie, le port de Mauritanie et le port de la Guinée. Donc on n'est pas aussi désenclavé que certains l'ARBN de la CEDEAO pense. On a la possibilité de nous en sortir. Maintenant, par rapport aux recettes, l'embargo que l'UEMOA a décrété pour geler les avoirs du Niger au Trésor français et dans certaines banques, c'est illégal. Je crois que le Niger a déjà déposé la plainte. Maintenant qu'ils ont fermé ça, nous avons notre Trésor national qui est une banque. De par les textes, le Trésor, c'est le banquier et le caissier de l'État. Donc on peut prendre des mesures conservatoires. Dans l'immédiat, toutes les recettes là, provenant de la vente de l'uranium, toutes les recettes provenant de la vente de l'or, du pétrole, doivent être versées au compte du Trésor national. Maintenant, lui, le Trésor, il peut choisir une banque écran qui va remplacer la BCEAO, puisque quand le Trésor fait ses paiements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand c'est de gros paiements, il passe par son compte qui est centralisé, son compte centralisateur de liaison là à la BCEAO. Maintenant, il n'y a plus cette possibilité. Et je crois qu'ils ont déjà fait, c'est avec ça qu'ils ont payé les salaires. Ils ont pris la Sonibank, qui est une banque nationale où l'État du Niger est actionnaire. Cette banque, maintenant, elle nous sert d'écran. C'est-à-dire, chaque fois le Niger veut faire des paiements avec l'extérieur, on passe par la banque Sonibank. Elle a les réseaux banquiers, elle s'occupe de ça. Maintenant, à l'intérieur du pays, moi j'ai préconisé, le Trésor c'est une banque, on peut permettre aux particuliers d'ouvrir des comptes courants. Puisque les réseaux comptables du Trésor et le réseau banquier est plus important que le réseau des banques. Puisque dans toutes les régions, vous avez les trésors. Dans tous les départements, vous avez les trésors. Le Trésor peut commencer à émettre des chéquiers, émettre des cartes de crédit aux fonctionnaires ou aux clients qui sont intéressés. Ce serait plus facile, ils seront plus proches du paiement et on procède à nos paiements. Ça aménage l'espace du Trésor, ça aménage la trésorerie de l'État. Le système de ramener tous les paiements au niveau du Trésor avec des chéquiers, des cartes. Donc on centralise tout et on procède à des paiements. Ça, on ne peut pas nous empêcher ça. C'est notre droit. Maintenant, par rapport aux recettes fiscales, bon, c'est là où il y a des problèmes au niveau des recettes fiscales. Pour qu'ils puissent avoir des recettes fiscales, il faut qu'il y ait des échanges, que les commerçants puissent sortir, aller importer, payer les droits de douane, commencer à exercer, payer leurs bénéfices commerciaux. Bon, ça c'est un peu lent, puisqu'il n'y a pas assez de transactions. Mais avec l'ouverture qu'on a de la mer avec le port d'Alger,
avec le port de Nouakchott et le port de Conakry, je pense qu'on peut travailler avec. Donc moi je ne suis pas un peu pessimiste par rapport à la situation. Ils ont bloqué, on a déposé la plainte. Le Mali a suivi les mêmes sorts, il a déposé plainte, il a eu gain de cause. Certainement si le droit sera dit, on aura gain de cause. Bon, s'ils continuent leur banditisme d'État, on peut nationaliser la gestion de notre uranium. Personne ne peut nous empêcher. On les empêche d'accéder. Et on fait appel à d'autres partenaires, tels que l'Iran, la Russie, ou même l'Inde et le Pakistan. C'est des pays qui sont proches du Niger et ils peuvent nous aider à nous en sortir. On a des possibilités de mobiliser des ressources pour faire face à la situation. Il faut avoir le courage politique pour le faire. C'est tout ce qu'il faut. Par rapport aux citoyens nigériens, c'est surtout les opérateurs économiques, les acteurs économiques, c'est eux à qui je lance l'appel. Puisqu'il y en a qui ont des stocks de vivres avant l'avènement du coup d'État. Donc ça n'a pas d'impact sur le prix de vente de leurs produits. Et ils profitent maintenant du coup d'État, ils font monter les prix, ce n'est pas bien. Ils ont vu au Mali, quand il y a eu l'embargo, c'est des opérateurs économiques qui sont venus au secours du gouvernement malien. Vous avez vu au Mali, il y a eu des entreprises qui ont été créées par leurs opérateurs économiques. Il y a même des opérateurs qui ont mis à la disposition du gouvernement malien des camions. Des centaines de camions pour transporter des vivres. Or, chez nous, on ne sent pas ça à travers nos opérateurs économiques. Ils sont plus spécialisés dans des fausses factures, des factures qui n'existent pas. On les paye et ils sont plus spécialistes de détourner des biens publics. Sinon, vous avez vu, au Mali, c'est les opérateurs économiques qui ont aidé la transition à s'en sortir. Le Mali, aujourd'hui, il n'a rien à regretter en s'en débarrassant de la France. Cette révolution du palais, elle a été opérée par la garde présidentielle qui a eu le soutien de toutes les forces de défense et de sécurité. Les jeunes patriotes nigériens, les jeunes panafricanistes ont joué leur rôle et ils se sont accaparés. Ils n'attendent que cette liberté d'expression. Je crois, compte tenu de l'engouement, les jeunes sont tout le temps dans la rue en train de les soutenir. Ils n'ont pas le droit d'erreur, ils n'ont pas le droit de dévier. Moi, je crois qu'il faut rester dans cette logique de faire sortir la France de notre pays. Maintenant, quitte après, quand ils vont partir, ils vont réfléchir, ils veulent une coopération sérieuse avec le gouvernement qui sera élu après la transition. S'ils reviennent à des bonnes dispositions, on peut coopérer avec eux. Mais moi, à mon avis, d'ores et déjà, il faut vite signer des accords de coopération militaire, de coopération économique avec la Russie. Bon, avec la Chine, il semble que nous avons déjà un accord de coopération militaire puisqu'on achète beaucoup de nos armements avec la Chine, avec la Turquie. C'est-à-dire maintenant, il faut renforcer cette coopération avec ces grandes puissances. Puisque quand vous avez des problèmes avec une puissance, il faut en contrepartie avoir une autre puissance avec vous. Sinon, tous les efforts que vous avez faits, elles vont saboter. Vous avez vu la France, et récemment même j'ai entendu un représentant des Nations Unies confirmer qu'ils ont libéré des terroristes qu'on a arrêtés, à qui ils ont donné des armes pour venir nous inquiéter. Donc ce n'est pas un pays sérieux. La France avec Macron, là, c'est devenu un pays bandit. C'est-à-dire c'est désordre la loi. Tous les actes qu'ils posent sont contraires à la loi. Vous avez vu au niveau de la CEDEAO, les textes disent pour prendre des sanctions, il faut avoir une unanimité. Au niveau de l'Union européenne, ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de soutien de la CEDEAO, c'est faux. Il a choisi ces chevaux de Troie qui ne peuvent rien lui empêcher pour dire qu'ils vont nous attaquer. Et ils ne peuvent pas. Moi, je ne pense pas. Ils ne peuvent pas. Compte tenu des alliés qui sont avec nous et des armements que nous avons, le premier pays là, qui va essayer de donner son territoire là comme appui pour nous attaquer, il sera bombardé. Et l'aéroport sera vraiment méconnaissable, comme on le dit. Donc, c'est du bluff qu'ils sont en train de faire. Ils savent bien que le Niger qu'ils connaissent avant n'est pas le même aujourd'hui. Les militaires ont pris des dispositions. Ils ne disent rien, ils font semblant, mais il y a des puissances qui sont aux aguets, qui attendent que la France essaye d'intervenir, ils vont la neutraliser et ils vont l'humilier. Donc c'est des histoires que les gens racontent. Moi, je ne crois pas à ça. Et ce n'est même pas bon
de chercher à décourager les gens. La révolution, elle est en marche, elle a l'appui de toute la population du Niger. Les gens n'ont pas le droit d'erreur. Ils doivent aller dans le droit chemin qu'ils ont tracé. Il n'y a pas de détour. Il faut s'assumer, puisqu'on a déjà pris, l'armée a pris ses responsabilités, elle doit s'assumer jusqu'au bout. Le peuple n'a pas failli. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont l'appui du peuple. Donc c'est à eux, la balle est dans leur camp. C'est à eux de revoir leur copie. Il y a des petites erreurs, il faut corriger pour avancer. Il ne faut pas croiser les bras, dire qu'on est sous menace de sanctions, sous menace d'intervention militaire. Non. S'ils interviennent, ils auront des problèmes avec la communauté internationale, pas avec le Niger seulement, puisque l'Union africaine a dit non. L'Union européenne a dit non. Le Conseil de sécurité n'a même pas statué sur l'affaire. Parce que pour qu'un pays puisse intervenir en guerre contre un autre, c'est quand il y a des problèmes internes. Au Niger, il n'y a pas de guerre civile. Le coup d'État, là, on n'a tué personne. On n'a tué personne. Donc, il n'y a pas de raisons qui permettent d'un autre pays de venir dire qu'il va intervenir. Il y a certaines dettes qui n'ont pas été déclarées, qui ont été cachées dans le système. Maintenant, il faut ressortir toutes ces dettes-là, avoir une situation exacte. Maintenant, savoir qu'est-ce qu'elle a servi, cette dette-là. Est-ce qu'elle a été investie dans les secteurs qui pouvaient relancer l'économie? Je dis non. Si 5 200 milliards ont été investis dans les secteurs qui devraient relancer l'économie, on ne devrait pas être dans une situation catastrophique où nous vivons. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il faut auditer même la dette publique pour savoir réellement ce qui s'est passé. À mon avis, c'est ça que le Premier ministre doit faire. Il doit maintenant engager, ils ont promis de revoir le budget en tenant compte de nos réalités, puisque l'autre budget est gonflé sur la base des promesses d'aide extérieure. Presque 60% on a attendu de l'extérieur. Nous, on va financer notre budget à 40%. Alors qu'on est le troisième pays producteur de l'uranium. On produit du pétrole, on produit du ciment, on produit de l'or. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est réel, qu'il faut voir avec objectivité. Se dire que d'avoir peur d'une intervention, il faut s'assumer. Moi, à mon avis, les autorités doivent s'assumer et ils doivent procéder à une sélection rigoureuse des gens qui vont travailler avec eux. Ils donnent des services de renseignement qui peuvent les aider à identifier des gens sérieux, patriotes qui peuvent les aider. Mais s'ils se permettent à jouer parents, amis et connaissances, ils vont échouer. Ça, c'est clair.